besoin de vous écrire, je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je ne voulais que les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire, après tout, que vous montrer votre ouvrage? Et qu'ai-je à vous dire que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence ne vous aient dit avant moi? Et pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître, émaner de vous? Sans doute, il est digne de vous être offert. S'il est brûlant comme mon âme, il est pur comme la vôtre. Serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchanteresses et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses? Non, sans doute, mais sans être coupable, on peut être malheureux, et c'est le sort qui m'attend si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert. Sans vous, je serais encore, non pas heureux, mais tranquille. Je vous ai vu, le repos a fui loin de moi, et mon bonheur est incertain. Cependant, vous vous étonnez de ma tristesse, et vous m'en demandez la cause. Quelquefois, même, j'ai cru voir qu'elle vous affligeait. Ah, dites un mot, et ma félicité sera votre ouvrage. Mais, avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Par vous, je vais être éternellement heureux ou malheureux. En quelle main plus chère puis-je remettre un intérêt plus grand? Je finirai comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre. J'oserai plus. Je vous prierai de me répondre. Le refuser serait me laisser croire que vous vous trouvez offensé, et mon cœur m'est garant que mon respect égale mon amour. PS. Vous pouvez vous servir pour me répondre du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre. Il me paraît également sûr et commode. 18 août. Lettre 18. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Quoi, Sophie? Tu blâmes d'avance ce que je vais faire? J'avais déjà bien assez d'inquiétudes. Voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise. Et d'ailleurs, tu ne sais pas au juste ce qui en est. Tu n'es pas là pour voir. Je suis sûre que si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement, en général, on ne doit pas répondre. Et tu as bien vu par ma lettre d'hier que je ne le voulais pas non plus, mais c'est que je ne crois pas que personne ne soit jamais trouvé dans le cas où je suis. Et encore, être obligée de me décider toute seule. Madame de Merteuil, que je comptais voir hier au soir, n'est pas venue. Tout s'arrange contre moi. C'est elle qui est cause que je le connais. C'est presque toujours avec elle que je l'ai vu, que je lui ai parlé. Ce n'est pas que je lui en veuille du mal, mais elle me laisse là au moment de l'embarras. Oh, je suis bien à plaindre. Figure-toi qu'il est venu hier, comme à l'habitude. J'étais si troublée que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre que oui. Quand il revint, c'était bien pis. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui, mais il avait un air qu'on aurait dit qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine.
Il se mit à accorder ma harpe, et après, en me l'apportant, il me dit « Ah, mademoiselle !» Il ne me dit que ces 2 mots-là, mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe, sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa, en disant qu'il était un peu malade. Et moi, qui n'avais pas d'excuse, il me fallut chanter. J'aurais voulu n'avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais sûre que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçu de quelque chose. Heureusement, il vint une visite, et dès que j'entendis un carrosse, je cessai et le priai de reporter ma harpe. J'avais bien peur qu'il s'en allât en même temps, mais il revint. Pendant que maman et cette dame qui était venue causer ensemble, je voulus le regarder un petit moment. Je rencontrai ses yeux, et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler, et il fut obligé de se retourner pour n'être pas vu. Pour le coup, je ne pus y tenir. Je sentis que j'allais pleurer aussi. Je sortis, et tout de suite, j'écrivis avec un crayon sur un chiffon de papier. « Ne soyez donc pas si triste, je vous en prie. Je promets de vous répondre. » Sûrement tu ne peux pas dire qu'il y ait du mal à cela. Et puis, c'était plus fort que moi. Je mis mon papier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s'en fût. Heureusement, elle était en visite, elle s'en alla bientôt après. Aussitôt qu'elle fut sortie, je dis que je voulais reprendre ma harpe, et je le priai d'aller le chercher. Je vis bien à son air qu'il ne se doutait de rien, mais au retour, oh, comme il était content! En posant ma harpe vis-à-vis de moi, il se plaça de façon que maman ne pouvait voir, et il prit ma main, qu'il serra, mais d'une façon. Ce ne fut qu'un moment, mais je ne saurais te dire le plaisir que ça m'a fait. Je la retirai pourtant, ainsi je n'ai rien à me reprocher. À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis. Et puis, je n'irai pas lui refaire du chagrin, car j'en souffre plus que lui. Si c'était pour quelque chose de mal, sûrement je ne le ferais pas. Mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c'est pour empêcher quelqu'un d'être malheureux? Ce qui m'embarrasse, c'est que ce n'est pas ma faute. Et puis, je suis sûre que rien que de ce qu'elle saura de moi, elle lui fera toujours plaisir. Adieu, ma chère amie. Si tu trouves que j'ai tort, dis-le-moi, mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut pourtant bien, puisque je l'ai promis. Adieu. 20 août. Lettre 19. Cécile Volanges au chevalier d'Ancenis. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissée aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je n'en sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole, et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, j'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit, parce que sûrement on m'en blâmerait, et que cela pourrait me causer bien du chagrin. J'espère surtout que vous-même n'en prendrez pas mauvaise idée de moi, ce qui me ferait plus de peine que tout. Je peux bien vous assurer que je n'aurais pas eu cette complaisance-là pour tout autre que vous. Je voudrais bien que vous eussiez celle de ne plus être triste comme vous étiez, ce qui m'ôte tout le plaisir que j'ai à vous voir. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je
je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours. Mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être Cécile Volanges. 20 août. Lettre 20. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah, fripon, vous me cajolez, de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folie qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient notre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence que moi, et il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail, et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâchée d'être obligée d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait menée cette gaieté, mais j'ai eu le temps de la réflexion, et je me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et, une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente, et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale. Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation, et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe, semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leur dame les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quel voile elle met sur ses discours, après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je mets un prix trop haut, mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier, et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volanges. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait rien encore. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite, surtout, a grande envie de me dire son secret. Particulièrement depuis quelques jours, je l'en vois vraiment oppressée, et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu. Mais je n'oublie pas que c'est une enfant, et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement, mais pour lui, mon parti est pris, je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là, et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme,
qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée. Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais pas ce que je lui dirais. Adieu, vicomte, bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. 20 août. Lettre 21. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au bout, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route, et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égarée. J'ai enfin déclaré mon amour, et quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins équivoque et la plus flatteuse. Mais n'anticipons pas sur les événements et reprenons de plus haut. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches? Eh bien, j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver dans les environs quelques malheureux qui eut besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eût dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre mon action suspecte. Et, quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle avait donnés, et n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive, je risquais de me rendre malade, je ne tuerais rien et je me fatiguerais en vain. Et, pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être mieux qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prise pour bonne ses mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire, et je résistai de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent révoqués et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme, aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine 50 pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'en
du vieux chef de cette famille et embellissait cette figure de patriarche qu'un moment auparavant l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, plus jeune, conduisant par la main une femme et 2 enfants, s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu. » Et, dans le même instant, j'ai été entourée de cette famille prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes et j'ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux. J'ai été étonnée du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien, et je serais tentée de croire que ce que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'avais trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi. Je les leur ai donnés. Ici ont recommencé les remerciements, mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli. Je me dégageais d'eux tous et regagnais le château. Tout calculé, je me félicite de mon intervention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Ils sauront un jour mes titres auprès d'elle, et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir de reproches à me faire. J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît, si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâchée car le reste est le meilleur. Adieu ma belle amie, vous me volez un moment du plaisir de la voir. Fin août. J'espère que vous avez apprécié cette lecture des Liaisons dangereuses de Laclos. Dites-moi en commentaire si vous préférez les lectures chuchotées ou à voix douce. Pour le moment, j'alterne